Voilà, il manque la sono, mais voilà la première diapositive pour introduire le sujet. Je remercie l'ensemble des membres de la filière de cette invitation à vous parler de la maladie de Kawasaki, qui est une fièvre effectivement qui n'est pas comme les autres et qui tient une place très importante pour les pédiatres, pour la difficulté du diagnostic de cette affection, pour le caractère menaçant, notamment en raison des problèmes cardiaques que cette maladie est susceptible de créer. Elle tient aussi une place particulière pour des pédiatres de ma génération, puisque cette maladie est de description, somme toute, assez récente. Et la maladie de Kawasaki, j'en ai entendu parler pendant les premières années de mes études médicales. La maladie de Kawasaki a été décrite donc, par un pédiatre japonais qui est toujours en vie et que l'on voit ici sur cette diapositive avec une petite fille rescapée de maladie de Kawasaki, une petite américaine au cours d'un congrès de pédiatrie. Cette maladie a été décrite dans les années 61. On pensait que c'était une spécialité japonaise, mais finalement cette vascularite a été rapportée ensuite en Europe et aux États-Unis dans les années 70, donc qui correspondent au début de mes années de formation médicale. Cette maladie de Kawasaki, elle est très importante à connaître pour les pédiatres, puisqu'aujourd'hui, avec la disparition quasi complète du rhumatisme articulaire aigu en dehors des populations migrantes sur le territoire national, la maladie de Kawasaki est devenue la première cause de maladie du cœur acquise chez l'enfant en France, pour l'atteinte coronarienne que tout le monde connaît. L'atteinte coronarienne, c'est que le processus inflammatoire, c'est-à-dire l'exacerbation, l'énervement inapproprié du système immunitaire et notamment des cellules de l'immunité, entraîne des dommages possibles sur les artères qui sont figurées ici sur ce petit diagramme, qui sont les artères coronaires, les artères qui alimentent le muscle cardiaque qui apporte de l'oxygène, et la fragilité de la paroi artérielle entraînée par l'agression de cette paroi artérielle, de cette vascularite par les cellules de l'immunité, entraîne une faiblesse de l'élasticité, de la fonction normale des artères coronaires, à la manière d'un pneu, d'une chambre à air de vélo, où on voit ici la hernie. Les dommages cardiaques peuvent aussi concerner le muscle cardiaque lui-même, avec des défauts d'élasticité également et de fonctionnalité du cœur, mais nous reverrons tout cela tout à l'heure. Donc cette maladie a été décrite au Japon et dans les îles d'Hawaï, avec une prévalence qui est relativement élevée. Vous voyez un diagramme ici, une carte de géographie qui est extrait d'un papier scientifique d'il y a une dizaine d'années, qui montre vraiment une prévalence très très élevée, une zone géographique qui se situe surtout autour de l'océan Pacifique, et Los Angeles qu'on voit ici, qui comporte aussi une population importante numériquement d'origine asiatique, un gros centre aussi qui s'occupe de la maladie de Kawasaki sur la côte ouest des États-Unis, qui est San Diego, qui a la prévalence la plus importante du continent américain. Et grosso modo, les registres de cette maladie font état de 5000 nouveaux cas par an, avec une incidence au Japon qui est sans commune mesure, qui est de l'ordre de 250 000 pour 100 000 enfants, ce qui est considérable, et qui suggère tout de même, avec ces différences d'incidence, de prévalence, un substratum, comme on dit, génétique, un déterminisme génétique, c'est-à-dire, autrement dit, l'importance dans l'apparition de cette maladie qui garde quand même toujours aujourd'hui beaucoup de mystères, une susceptibilité génétique particulière liée à l'ethnie. Maladie de Kawasaki encore en chiffres, vous voyez 5000 observations aux États-Unis par an, pas de registre bien précis en France, mais c'est une maladie que l'on voit quand même communément dans nos services de pédiatrie avec
on va dire, 4 ou 5 nouveaux cas par an dans un service de pédiatrie générale comme le nôtre à Saint-Étienne. Et vous voyez que ces enfants sont menacés par ces anévrismes coronariens qui sont encore une fois une atteinte très particulière de la paroi artérielle qui entraîne ces dilatations des artères coronaires et qui menacent la fonction et l'oxygénation du cœur. Un quart de ces enfants donc peuvent développer, en l'absence de traitement bien évidemment, des anévrismes coronariens. Vous voyez que cette maladie, elle affecte plus volontiers les jeunes enfants, puisque grosso modo, 3/4 des enfants sont âgés de moins de 5 ans, mais nous verrons qu'il existe des exceptions à cette situation, avec une maladie de Kawasaki qui est décrite également chez l'adulte ou chez le très jeune nourrisson. Et donc, encore une fois, un aperçu en termes de prévalence, une vingtaine d'enfants pour 100 000 aux US en un an. Et vous avez un certain nombre en utilisant les moteurs de recherche, de fondations ou de sites internet, surtout anglo-saxons, qui font le rappel de ces prévalences, de ces incidences, et qui rappellent aussi en quelques mots-clés les signes cliniques, les symptômes de cette maladie et la surveillance à long terme. Le premier problème qui se pose pour le pédiatre est d'en faire le diagnostic. Dans l'immense majorité des cas, les enfants ont de la fièvre et consultent à l'hôpital. Et il existe un certain nombre de maladies infectieuses, éruptives ou non, qui, bien évidemment, sont extrêmement fréquents. Je pense aux épidémies d'entérovirus que l'on connaît au moment du printemps et de l'été, par exemple. Et donc la maladie de Kawasaki est une maladie dont le diagnostic est difficile parce que vous verrez tout à l'heure qu'il n'existe pas de joker diagnostique, pas d'examen biologique, pas de symptômes véritablement spécifiques, caractéristiques qui permettent d'en poser le diagnostic. Et déjà sur cette diapositive compliquée, vous voyez que cette maladie, le diagnostic s'assoit sur le recrutement d'un certain nombre de symptômes divers et variés. La fièvre, bien évidemment, qui est une constante dans cette affection. La fièvre est souvent prolongée. On parle de maladie de Kawasaki lorsque la fièvre est classiquement supérieure à 5 jours. Et donc une constellation de signes cliniques que je vais tenter de vous illustrer par quelques photos d'enfants qui ont accepté de se faire photographier ou de se faire filmer pour illustrer ce propos. Et puis donc les dommages cardiologiques que l'on reverra tout à l'heure, qui constituent bien évidemment la menace, encore une fois, de cette affection. Et vous voyez donc, excusez-moi, et donc vous voyez que cette fièvre s'associe à un certain nombre de symptômes, notamment d'éruption, d'atteinte des extrémités, de troubles digestifs, d'atteinte des lèvres, etc. Et aucun de ces symptômes véritablement n'est spécifique de cette maladie. Encore une fois, la maladie de Kawasaki est une maladie parfois extrêmement difficile à diagnostiquer, uniquement sur la foi de ces symptômes cliniques. Alors, le premier symptôme qui est tout de même très évocateur, mais qui est parfois une donnée rétrospective, en interviewant les familles, a posteriori, ce signe n'est pas forcément présent lorsque les enfants viennent aux urgences avec cette fièvre, qui est d'ailleurs souvent mal tolérée chez des petits nourrissons, des jeunes enfants qui sont, comme disent les médecins, très opposants, qui sont un peu géniards, extrêmement fatigués, une fièvre donc qui dure et qui n'est pas très sensible à l'utilisation des médicaments habituels de la fièvre. Je pense au paracétamol ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont souvent prescrits dans ces premiers temps, voire la prescription probablement un peu inopportune d'antibiotiques qui ne modifient pas la séquence et l'évolution de cette fièvre. Donc vous voyez sur ces photographies, les yeux sont rouges comme une conjonctivite. Mais cette conjonctivite, elle est bien particulière. Ça n'est pas une conjonctivite infectieuse. Les yeux ne sont pas collés le matin. Il n'y a pas de sécrétion spéciale qui sourd au niveau des petits sacs lacrymaux, là que l'on voit bien. Il s'agit plutôt d'une dilatation des petits vaisseaux de la peau qui recouvre l'œil, qu'on appelle la conjonctive. Donc c'est une fausse conjonctivite, à vrai dire. Et ce symptôme
est encore une fois très fréquent chez ces enfants, mais parfois a disparu lorsqu'ils sont vus pour la première fois par un pédiatre hospitalier qui est donc sollicité par le médecin traitant en raison de la persistance du syndrome fébrile. Donc cette conjonctivite ou cette fausse conjonctivite, comme je vous l'ai expliqué, elle est très particulière parce que vous voyez qu'elle épargne une limite qu'on appelle le limbe, une limite entre la partie sombre et colorée de l'œil qu'on appelle l'iris et puis le reste de la cornée qui est blanche. Et vous voyez qu'il y a une sorte de limite non franchie par l'augmentation, par la dilatation des petits vaisseaux de la conjonctive. Et cet aspect que vous voyez sur les 3 photographies, à vrai dire, eh bien, est tout à fait évocateur. Le deuxième symptôme concerne cette fois-ci les muqueuses. Alors les muqueuses, c'est surtout la bouche, et de façon un peu drôlatique, j'ai retrouvé cette photographie sur Internet. On dit que la langue est framboisée. À vrai dire, là, c'est une fraise qui a été travaillée sur Photoshop. Et là, ce sont des enfants qui présentent une maladie de Kawasaki. Et on peut distinguer au moins sur cette photographie que la langue a perdu ses papilles. Elle a un aspect vraiment très, très rouge vif. Parfois, cet aspect est sensible, voire douloureux. Et elle s'accompagne d'une modification de la lèvre, des 2 lèvres, qui apparaissent aussi très framboisées, très rouges vermillon, et même parfois fissurées. Vous voyez que ça saigne un tout petit peu au contact, ça fait comme une sorte de perlèche. C'est très désagréable, et ce symptôme est aussi fréquent dans les maladies de Kawasaki classiques. Ça peut être aussi une donnée d'interrogatoire rétrospectif, puisque ce symptôme ne va pas forcément perdurer dans le temps. Donc l'atteinte de la langue, l'atteinte de la bouche, l'atteinte des yeux est tout à fait caractéristique dans cette affection. Il faut se porter alors sur l'examen des extrémités, c'est-à-dire des mains, des pieds, surtout chez le très jeune enfant. Et ce symptôme est assez fréquent également avec, vous voyez, cet aspect succulent, dilaté, avec comme une sorte d'édème au niveau des doigts qui paraissent gonflés et même un petit peu rouges entre les différentes articulations. Cet aspect d'ailleurs retrouvé chez ce petit garçon qui présente également une atteinte des orteils, un peu rouge. Et cet aspect donc douloureux, gonflé, et fait partie aussi des différents symptômes de cette affection. Lorsque la maladie a guéri, on va observer, vous le verrez sur les photographies suivantes, on va observer une desquamation, c'est-à-dire que la peau part en lambeaux de façon plus ou moins spectaculaire, et la croissance des ongles s'est souvent arrêtée un temps pour repartir, pour donner ces sortes de lignes blanches ou de petits vaisseaux, de petites hémorragies ici sur les ongles, qui sont aussi assez caractéristiques de cette affection. Encore une fois, vous voyez qu'à ce stade de cette discussion, je n'ai pas sorti un symptôme ou une diapositive particulière qui vous permette à tous les coups d'affirmer ce diagnostic. Une énigme qu'il faut citer ici, c'est la réactivation de la cicatrice de BCG. Vous savez que le BCG n'est plus une vaccination recommandée en France en dehors de situations très particulières à risque de tuberculose. Donc c'est vrai que ce symptôme, à vrai dire, n'est pas très fréquemment rencontré. Il l'est davantage dans les pays asiatiques. Mais en pratique, donc, si les enfants ont été vaccinés contre le BCG, souvent persiste le petit point d'inoculation du vaccin. Et cette vaccination, ce point d'inoculation va se réactiver, va redevenir très rouge, et de façon même assez spectaculaire. Ça, c'est une photographie qui m'a été prêtée par une jeune collègue de la région ouest. Et ça, c'est un enfant récemment. Vous voyez par ailleurs qu'il a les lèvres qui sont vraiment très turgescentes, qui sont très rouges, qui sont très vermillons. Et vous voyez que la cicatrice de BCG s'est réactivée, elle est redevenue inflammatoire, comme si la vaccination avait été
proposé peu de temps auparavant. Et ce symptôme est vraiment, pour le coup, assez spécifique, ne se voit jamais dans une autre maladie infectieuse et doit évidemment faire attirer l'attention du pédiatre pour, devant une fièvre prolongée, évoquer ce diagnostic. Tomisaku Kawasaki, donc dans les années 60, 61, 62, la première description, et puis après donc une série japonaise dans des journaux scientifiques en 67, décrit sa maladie, celle qui va porter son nom, va parler de maladie adéno-cutanéo-muqueuse. Muqueuse, vous venez d'en voir une illustration avec l'atteinte des lèvres et de la langue. Muqueuse donc, cutanéo avec les signes cutanés que l'on a décrits tout à l'heure, notamment au niveau des extrémités, et adénite, c'est le terme médical pour désigner l'augmentation anormale du volume des ganglions. On a tous des ganglions, vous savez, les ganglions lymphoïdes, on les a de pied en cap. Ce sont des structures dans lesquelles les globules blancs viennent se rencontrer et rencontrer les microbes et souvent augmentent au cours d'une maladie infectieuse. C'est très classique chez l'enfant au cours d'une angine ou d'une otite. Et la particularité dans le syndrome de Kawasaki, c'est l'augmentation vraiment très inhabituelle du volume des ganglions, notamment au niveau du cou, avec un aspect très caractéristique de torticolis, véritablement, avec un enfant qui a du mal à tourner la tête. Et par ailleurs, cette petite fille présente une atteinte tout à fait caractéristique aussi des lèvres, comme cette photographie d'un petit enfant japonais. C'est une photographie qui m'a été gentiment passée par un collègue asiatique. Vous voyez l'augmentation de volume du ganglion. Et un autre diagnostic est souvent posé alors avec la fièvre. C'est ce qu'on appelle donc les ganglions infectieux pleins de pus, ce qu'on appelle adénoflegmon encore. Et parfois, ces enfants sont placés sous antibiotiques parce que le diagnostic n'a pas été posé correctement. Et bien évidemment, c'est la persistance de la fièvre et de l'augmentation de volume de ces ganglions, malgré les antibiotiques, qui commencent à faire remettre en cause le diagnostic et parler de cette affection particulière. Il existe des manifestations plutôt trompeuses lorsque l'enfant se présente avec des symptômes articulaires. Vous n'êtes pas sans savoir que les rhumatismes inflammatoires, c'est vrai, ce sont des maladies de l'adulte, mais elles n'épargnent pas les enfants. Je pense que la filière a dû déjà aborder cette thématique avec nos collègues pédiatres rhumatologues. Et vous voyez ce petit garçon qui présente une augmentation de volume de ses articulations, notamment au niveau des mains. Et si le film fonctionne, vous voyez que cet enfant a quelques difficultés à marcher. Il a une démarche un peu en Robocop. Il a vraiment une atteinte inflammatoire des articulations des genoux et des chevilles. Cet enfant va guérir d'ailleurs avec le traitement spécifique, faisant dire que les arthrites, c'est-à-dire les inflammations articulaires, font partie intégrante des signes de cette pathologie. Mais bien évidemment, lorsque ces signes prédominent sur le reste des symptômes, et notamment manque un certain nombre de symptômes que je viens de vous exposer, le diagnostic de maladie rhumatismale particulière fébrile de l'enfant va être sans doute évoqué dans un premier temps avant de se reporter à la maladie de Kawasaki. Et donc en pratique, vous avez vu j'ai pris un peu de temps pour vous montrer ces différents symptômes. Eh bien, la difficulté, c'est de pouvoir, à la manière d'un pulse, devant une fièvre qui dure généralement plus de 5 jours, c'est de retrouver ces différents symptômes, soit parce qu'ils existent à la prise en charge, soit parce que ce sont des données rétrospectives. Et en pratique, c'est la collection de toutes ces petites anomalies ou ces petits symptômes cliniques qui, en eux-mêmes, ne sont pas très spécifiques de la maladie de Kawasaki, peuvent se voir dans d'autres maladies avec des boutons et de la fièvre chez l'enfant. Encore une fois, il n'y a pas de joker pour le diagnostic et les pédiatres s'accordent à dire que lorsque la fièvre est prolongée et lorsque vous avez 4 symptômes sur l'ensemble des symptômes que je vous ai décrits, eh bien, on peut poser raisonnablement ce diagnostic et traiter
tôt, puisque vous allez voir, les enjeux d'un diagnostic précoce, c'est bien évidemment de pouvoir traiter tôt et prévenir le risque de maladies cardiovasculaires pour la suite. Donc, une maladie très particulière qui ne s'assoit finalement, dont le diagnostic ne s'assoit que sur une constellation de symptômes, et c'est le regroupement de ces symptômes non spécifiques qui permet d'en faire le diagnostic, de l'évoquer, puis de le traiter. Et c'est pour dire, encore une fois, je crois que c'est un aspect très important. Et je vous ai dit en introduction que c'était une maladie qui avait une place centrale dans l'esprit et dans l'esprit des pédiatres, notamment des urgentistes. C'est une maladie dont il faut bien avouer que le diagnostic est parfois très difficile à faire. Alors pour le diagnostic, est-ce qu'on a d'autres outils? Bien évidemment, les enfants vont bénéficier aux urgences ou dans les services hospitaliers d'une prise de sang. Et je vous ai introduit cette vascularite particulière, donc cette inflammation des vaisseaux, cette maladie très spéciale, en vous racontant que c'était probablement une anomalie du système immunitaire, avec un énervement et un affolement général de l'ensemble des globules blancs et une production de substances qui entraînent de la fièvre et qui entraînent tous ces symptômes. Et de façon corollaire, sur la prise de sang, on va mettre en évidence, et ça c'est quand même extrêmement constant, beaucoup de globules blancs en nombre. Numériquement, les globules blancs sont très augmentés, parfois une anémie, c'est-à-dire une baisse de l'hémoglobine, qui est aussi d'origine inflammatoire, et les plaquettes sanguines, dont vous savez que ce sont ces petites rustines qui permettent de boucher les vaisseaux lorsqu'on a une blessure, une hémorragie. Les plaquettes sanguines montent de façon secondaire, entraînant donc ce qu'on appelle une hyperplaquettose. Et cette augmentation des plaquettes est parfois aussi une donnée relativement tardive dans le scénario, dans l'évolution de l'histoire de l'enfant. L'augmentation des plaquettes sanguines étant observée par exemple au bout de, on va dire, 7-10 jours. Il n'y a pas de véritable chiffre à donner, mais l'augmentation des plaquettes est souvent secondaire. Rien de bien spécifique, à vrai dire. Lorsque vous faites une prise de sang à un enfant qui a la grippe ou une rougeole ou une maladie infectieuse ou autre, ou une bronchiolite hivernale comme c'est la saison, eh bien, souvent les globules blancs sont aussi augmentés. Quantitativement, les globules blancs sont augmentés. Qualitativement, il y a une certaine marque de globules blancs qui sont particulièrement augmentés, qu'on appelle les polynucléaires et les monocytes, qui se voient moins dans les infections virales. Mais vous voyez sur les prises de sang, un peu de subtilité et finalement pas de signes véritablement très, très évocateurs. Dans les urines, cet examen biologique doit être pratiqué systématiquement. Eh bien, on va pouvoir mettre en évidence des petits signes qui sont assez fidèles et qui sont assez aidants dans la perspective du diagnostic. En effet, on a mis l'accent sur les symptômes, on a mis l'accent sur le risque des coronaires que l'on va revoir, mais en fait, la maladie de Kawasaki est caractérisée par une inflammation qui concerne finalement l'ensemble de l'organisme, et en particulier le rein. Et le rein est très enflammé en quelque sorte, et lorsque le rein est enflammé, eh bien, les conséquences, c'est la production aussi anormale de protéines que l'on va retrouver dans les urines à la bandelette, comme c'est figuré ici, c'est-à-dire qu'on va demander aux infirmières de contrôler rapidement sur un échantillon d'urine la présence de choses que l'on ne voit pas d'habitude dans une fièvre de l'enfant, une augmentation des protéines ou bien un peu de sang dans les urines. Ça n'est pas figuré ici dans cette diapositive, mais l'existence d'un peu de sang dans les urines ou de protéines, alors que par ailleurs la culture des urines n'apporte pas d'argument pour une infection urinaire. Vous savez bien que dans une infection urinaire, eh bien, on va avoir un certain nombre de signes biologiques, et notamment la pousse des bactéries lorsqu'on met les urines au laboratoire, qu'on les fait pousser. Là, il n'y a pas de germes dans les urines, mais par contre, on peut voir des petites anomalies à la bandelette avec augmentation des protéines, encore une fois, ou un peu de sang dans les urines. Et cette atteinte très particulière des urines dans ce contexte
inflammatoires et infectieux, lorsqu'on se met à commencer à discuter des autres maladies éruptives et inflammatoires de l'enfant, eh bien, ces petits signes urinaires sont très intéressants pour le pédiatre hospitalier ou le pédiatre urgentiste et peuvent aussi orienter vers cette affection. Puisque on a introduit le sujet aussi en parlant des risques de dommages cardiovasculaires et notamment sur les coronaires ou sur le muscle, c'est-à-dire le myocarde, eh bien on va rechercher aussi de façon très simple l'existence d'anomalies rythmiques sur l'électrocardiogramme, les troubles du rythme, donc on va faire un enregistrement. C'est de pratique courante et pas très compliqué à réaliser au lit du petit patient. Mais surtout, on va réaliser une échographie cardiaque. L'échographie cardiaque est donc une technique d'exploration que le grand public connaît. On utilise des ultrasons. Ces ultrasons vont se réfléchir sur les différentes structures du cœur pour donner finalement des images. Je mets un peu l'animation. Vous voyez, pardon, je reviens en arrière. Vous voyez que le cœur qui s'agite et qui bat avec ces cavités dans lesquelles le sang a une couleur très sombre et les parois du cœur ont une tonicité, un aspect plus dense, plus blanc. Et vous voyez ce cœur qui se contracte. L'image ne montre pas bien les coronaires ici, mais peu importe. Là, l'enfant présente un épanchement. Il y a, vous voyez, un peu de noir aussi autour du cœur. Il y a du liquide autour du cœur, c'est ce qu'on appelle une péricardite. C'est aussi un signe d'atteinte cardiaque. Et donc, cette échographie cardiaque, qui est une technique évidemment absolument non agressive, qui peut être répétée plusieurs fois dans la journée, va regarder donc l'anatomie du cœur, les cavités, la fonction du cœur, la fonction dont le cœur se contracte, l'existence ou non de troubles du rythme, la taille des vaisseaux coronaires, l'existence ou non de liquide autour du cœur, donc l'existence ou non de complications cardiaques. Et cet examen doit être bien évidemment très rapidement demandé, en sachant que l'atteinte cardiaque est souvent retardée par rapport aux premiers signes et ne se fera jour véritablement que vers le 7e, 10e jour. Donc ça n'est pas forcément un examen urgent à demander au premier jour de la fièvre, mais bien évidemment, notamment en cas de difficulté diagnostique, cet examen prend toute sa place et de toute façon a une position centrale dans la surveillance des enfants atteints de maladie de Kawasaki dont le diagnostic est fait. Donc le diagnostic s'assoit sur un certain nombre, une constellation de signes cliniques, aidés par quelques petits signes biologiques dont vous avez vu le caractère assez infidèle et non spécifique des signes, et puis donc par un certain nombre d'examens faciles à faire au lit du patient, c'est-à-dire l'échographie, l'électrocardiogramme. Et donc en pratique, on va mettre en place le traitement. Et ce traitement, finalement, est un traitement complètement empirique. Empirique, c'est de l'empirisme, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, malgré plus de 60 ans de description de cette affection, cette maladie garde tous ses mystères et le mécanisme, la raison pour laquelle les globules blancs que j'ai figurés ici, qui vont infiltrer les parois du vaisseau, vous avez ici un petit vaisseau qui est coupé. Les vaisseaux, c'est ce qui transporte les globules rouges, puis les plaquettes sanguines, etc., avec une lumière, avec un espace dans lequel circule le sang. Eh bien, l'infiltration de ces vaisseaux est causée par ces globules qui vont infiltrer, et pas d'explication très rationnelle à l'énervement de ces globules blancs. Et la façon de traiter cette exacerbation du système immunitaire, ce pompier qui va essayer d'éteindre le feu et l'inflammation autour de ces vaisseaux, eh bien, c'est l'utilisation empirique des immunoglobulines qu'on utilise par perfusion. Les immunoglobulines, ce sont des anticorps que l'on sélectionne, que l'on purifie à partir des dons du sang. C'est un médicament dérivé du sang. Et ces anticorps vont finalement neutraliser, antagoniser à la fois les substances qui sont fabriquées par les globules blancs un peu énervés et les globules blancs eux-mêmes.
Et donc l'utilisation d'immunoglobulines à forte dose, alors vous avez une petite infirmière qui injecte ce produit par voie périphérique, va permettre de calmer l'inflammation. Et ces immunoglobulines du commerce, ces immunoglobulines qu'on qualifie aussi de polyvalentes, qui sont des dérivés, encore une fois, médicaments dérivés du sang, eh bien, s'associent à l'utilisation de l'aspirine, un vieux médicament qui n'est presque plus prescrit en pédiatrie et qui va garder là un rôle très important pour ses vertus anti-inflammatoires et aussi pour fluidifier le sang. Donc autrement dit, comment est-ce qu'on traite une maladie de Kawasaki? Eh bien on la traite de façon empirique et depuis des années par l'utilisation d'immunoglobulines à forte dose associées à de l'aspirine pour ses vertus anti-inflammatoires. Le traitement de la maladie de Kawasaki doit être fait le plus rapidement possible dès que l'on fait le diagnostic. On dit qu'il faut traiter dans les 10 jours qui suivent les premiers symptômes de façon à se prémunir, à éviter le risque des anévrismes coronariens dont j'ai parlé au début. Et statistiquement, lorsque le traitement est proposé de façon précoce, eh bien, cette situation d'anévrisme est réduite de 25 à moins de 5%. Ce qui veut dire que malheureusement, d'une part, certains enfants, malgré un traitement précoce adapté par les immunoglobulines et l'aspirine, vont tout de même présenter des complications cardiaques. Et ces enfants, donc, et cette situation fait l'objet aujourd'hui d'intenses recherches pour trouver des médicaments qui puissent être plus efficaces que les immunoglobulines. Et d'autre part, certains enfants aussi sont réfractaires, sont résistants à l'utilisation de ce traitement qui fait sa preuve pour la grande majorité des observations pédiatriques. Donc, cette diapositive est très importante. L'utilisation des immunoglobulines et de l'aspirine de façon précoce dans l'histoire de la maladie de Kawasaki, ce traitement combiné permet de réduire le risque d'anévrisme de 1/4 en gros de la population pédiatrique concernée à moins aujourd'hui de 5%. Et ce traitement qui est donné de façon un peu empirique et encore une fois de façon probabiliste, vous comprenez le terme probabiliste, hein, c'est-à-dire que le diagnostic est posé sur un certain nombre d'arguments et ce pulse diagnostic permet donc de motiver la prescription de ce traitement. Et on va voir si le diagnostic est le bon. La fièvre tombée en quelques heures. Ce traitement a aussi une certaine vertu diagnostique puisque finalement il y a extrêmement peu, voire dire pas, de situations pédiatriques où l'hyperthermie finalement va être résolue en quelques heures. L'enfant va retrouver ses activités de jeu le lendemain. L'angoisse des parents va laisser place à un peu d'euphorie en voyant cet enfant qui change d'aspect, qui se laisse beaucoup mieux examiner, dont les phénomènes douloureux et l'intolérance de la fièvre vont progressivement disparaître. Et c'est cet effet assez spectaculaire en fait, des immunoglobulines qui permettent de renforcer la conviction diagnostique des praticiens. Et de façon anamnestique, c'est-à-dire rétrospectivement, ce qui est aussi très caractéristique et qui est illustré sur ces deux photographies, c'est que la peau, notamment au niveau des extrémités qui étaient concernées par l'éruption que je vous ai montrée tout à l'heure, la peau va peler aux extrémités ou dans la culotte et cet aspect vraiment du périnée avec l'éruption qui laisse place à cette desquamation périphérique est vraiment très, très caractéristique, annonce la fin de cette affection. Et donc c'est le retour à la maison pour la plupart des enfants et il faut répéter que cette maladie très angoissante qui est menaçante pour l'intégrité des coronaires reste une maladie bénigne heureusement dans la grande majorité des cas car maintenant la pertinence des examens et la formation des étudiants en médecine et des praticiens permet de faire le diagnostic le plus souvent à temps. Et donc l'enfant va retourner à la maison en poursuivant l'aspirine pendant une façon un peu prolongée, de 4 à 6 semaines. Et les différentes études ou les expériences sur le terrain laissent à penser que l'enfant garde un certain degré de fatigue pour une durée relativement prolongée. Perd un peu de l'appétit, mais il faut être dans la réassurance et ces symptômes finalement
traduit simplement une espèce d'orage et de syndrome inflammatoire tellement important au moment des premiers signes et qui va mettre un peu de temps au cours d'une certaine convalescence. Les rechutes sont exceptionnelles. Moins de 3% au Japon, c'est les seules données que l'on ait. Comme si c'était une maladie infectieuse, à vrai dire, et que l'enfant puisse s'être immunisé vis-à-vis d'un microbe que, désespérément, depuis 60 ans, on n'arrive pas à élucider après l'avoir traqué par plein d'équipes internationales. Le risque est plus important pour la fratrie. On dit qu'il est 10 fois plus important, et cette interprétation de cette donnée, c'est-à-dire qu'un frère, une sœur vivant sous le toit présente un risque plus important de développer aussi une maladie de Kawasaki, c'est soit parce que ces enfants sont exposés à un même agent d'environnement, un même microbe, soit qu'il existe un déterminisme génétique, c'est-à-dire que dans le mécanisme de cette maladie, il y a une certaine susceptibilité qu'une des explications est à chercher dans les gènes. On reviendra très vite sur cette notion. Une question qui va se poser pour les familles, pour les praticiens, c'est la réalisation de compléter le calendrier vaccinal. Et après les immunoglobulines, donc les immunoglobulines sont des anticorps polyvalents, des anticorps dirigés contre un certain nombre de choses et de microbes et de vaccins et de maladies infectieuses que les donneurs de sang ont éventuellement rencontrées. On dit qu'il ne faut pas faire de rappel de vaccin avant 12 mois après les immunoglobulines, dans la mesure où si l'on rapproche les rappels de vaccins des immunoglobulines, on risque de diminuer l'efficacité vaccinale, ce qui pose un certain nombre de problèmes et de gestion du calendrier. Dans la mesure où les enfants vont arrêter l'aspirine, il n'y a pas lieu de proposer le vaccin de la grippe. Mais si l'aspirine doit être poursuivie pour les raisons de dommages sur les coronaires, le risque d'une maladie très particulière, d'une complication qui est liée à la grippe et qui interfère avec l'aspirine, qu'on appelle le syndrome de Reye, va imposer la vaccination de la grippe pour les enfants lorsque la salicylothérapie, l'aspirine, est préconisée pour plusieurs semaines, plusieurs mois, voire de façon très très prolongée, ad vitam, lorsque les enfants présentent des dommages de leur coronaire. Il n'y a pas de prévention de la maladie de Kawasaki possible aujourd'hui en l'absence d'explication, et on va s'assurer de la guérison définitive à 6 semaines en faisant une échographie cardiaque, ce qui permettra de rassurer tout le monde. Il y a des formes très trompeuses avec des signes inhabituels, et ça renforce l'idée que c'est un diagnostic parfois difficile. Vous voyez ce jeune enfant dont j'ai coupé un peu la photographie, a des yeux un peu dans le brouillard, avec les paupières qui tombent, et cet enfant avait vraiment un déficit une paralysie du releveur de la paupière, qui a guéri avec la guérison de la maladie de Kawasaki et le traitement adapté. Donc cette paralysie faciale des muscles faciaux est tout à fait singulière et évidemment, n'étant pas un signe très classique, peut dérouter, désarmer le praticien et faire errer le diagnostic un temps. Cette petite fille nous avait été dressée pour une rougeole et présentait, vous allez voir dans son regard, une paralysie faciale. Vous voyez qu'elle a les traits qui sont asymétriques, tirés, n'arrive pas à bien fermer la paupière du côté gauche, avec des traits qui sont tirés du côté inverse, ce qu'on appelle une paralysie faciale. Cet enfant a totalement guéri, mais ces enfants qui présentent une maladie de Kawasaki peuvent présenter comme ça des manifestations tout à fait particulières, tout à fait déroutantes, et qui peuvent encore faire errer le diagnostic. La maladie de Kawasaki est une maladie du jeune nourrisson, du jeune enfant de moins de 5 ans, mais elle existe chez l'adulte. Et il y a une série française, c'est probablement la plus grosse série publiée de plusieurs institutions, qui fait état d'une quarantaine de patients sur une période relativement prolongée. On va dire que l'âge moyen
ici est à 30 ans, et vous voyez qu'il y a une observation d'un patient, somme toute assez âgé, 68 ans. Donc la maladie de Kawasaki n'épargne personne véritablement. Le délai diagnostique a été quand même relativement retardé parce que les médecins d'adultes n'ont pas forcément beaucoup l'habitude de discuter ce type de diagnostic. Mais à vrai dire, la sémiologie, c'est-à-dire l'ensemble des symptômes, est assez voisine des symptômes pédiatriques. Et ces patients étaient traités de façon relativement efficace par immunoglobulines et aspirine. Et alors, de façon très amusante et qui continue de faire poser la question d'une maladie infectieuse sous-jacente, eh bien, il y a une notion de saisonnalité, c'est-à-dire que les observations avaient plutôt été observées en majorité en période hivernale. Ce papier vient d'être publié. Évidemment, ce qui fait l'essentiel de la question, c'est l'atteinte coronarienne. Donc on a dit que les anévrismes pouvaient apparaître précocement, mais ils sont surtout mis en évidence dans la phase secondaire lorsque la fièvre a tendance à s'améliorer, au 10e jour en moyenne, et vont être mis en évidence par l'échographie. C'est bien sûr l'atteinte coronarienne qui détermine le pronostic et qui concerne 25%, à peu près un quart des enfants qui ne sont pas traités. La maladie de Kawasaki est particulièrement difficile à faire chez un très jeune enfant où certains signes vont manquer, tous les signes ne sont pas présents, et malheureusement, précisément, c'est chez eux que le risque coronarien est le plus important, surtout si le diagnostic est porté avec retard. Ce qui fait dire que même un Kawasaki incomplet, avec peu de signes, n'en fait pas une forme atténuée, et au contraire, le risque coronarien est le plus important. Alors vous avez bien compris de quoi je voulais parler. Les anévrismes, c'est l'altération de la paroi de l'artère qui va entraîner un défaut d'élasticité et de rigidité de la paroi et va faire comme une espèce de pneu ou de chambre à air de vélo. Et bien évidemment, la dilatation des vaisseaux va entraîner des perturbations du passage des globules rouges et un risque de coagulation inappropriée. Vous voyez que progressivement, les turbulences qui sont induites par cet anévrisme vont entraîner la constitution de caillots dans le sang, avec aussi une espèce de réparation de la paroi. Là, à ce stade de la vidéo, vous voyez que les parois sont redevenues parallèles, donc ça circule plutôt bien, mais l'excès de cicatrisation de ces anévrismes peut conduire à une sténose, c'est-à-dire une obstruction. Et bien évidemment, lorsque le sang ne passe plus, l'oxygène n'est plus distribué par les artères du cœur aux muscles cardiaques, et il y a un risque véritable d'infarctus du myocarde. Pourtant, c'est une maladie que le public et même nos collègues adultes associent plutôt au monde des adultes précisément. Et donc les infarctus du myocarde peuvent concerner évidemment le petit enfant. Donc les dommages au cœur concernent les artères qui alimentent le muscle cardiaque, qu'on appelle les coronaires, avec la constitution des anévrismes. Et encore une fois, ce sont les petits enfants qui sont plus à risque de complications cardiaques que les enfants plus âgés. Une des données relativement nouvelles, c'est de parler en fait de maladies de la paroi coronaire. Alors, ce schéma vous paraît un peu sans doute compliqué, mais vous allez voir, on va y aller pas à pas. Vous voyez ici une artère coronaire avec d'allure normale. Donc, vous avez la majorité des enfants qui ont une maladie de Kawasaki ne présentent absolument aucun dommage sur les coronaires. Tout va bien, le calibre est normal et en pratique, il n'y a pas de suivi cardiologique spécifique. À l'inverse, lorsque vous avez la constitution de cette dilatation coronarienne, cette dilatation peut être réversible, elle peut être transitoire, la récupération se fait assez rapide et cette situation n'est pas à risque de problèmes cardiovasculaires et ne justifie pas de survie cardiologique spécifique. Par contre, si l'anévrisme se constitue, vous avez vu qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Le risque de formation d'un caillot dans cette espèce de poche où le sang ne circule pas dans des conditions normales et favorise finalement la coagulation du sang, le caillot comme une embolie pulmonaire par exemple, et avec un risque d'infarctus du myocarde. Puis reperméabilisation et même des dépôts de calcium dans la paroi. Vous voyez cette fois-ci que
la coronaire, cette artère n'a plus un aspect normal, que le sang n'y circule pas sans doute dans des conditions parfaites, que ça favorise toujours la possibilité de formation du caillot, que ça appauvrit en oxygène le muscle myocarde et que ces dommages plus ou moins permanents vont justifier évidemment d'un suivi cardiologique pour toute la vie. La nécessité également d'une anticoagulation, de prendre des médicaments anticoagulants pour toute la vie. Et puis vous avez des situations où la paroi est restaurée, les parois sont bien parallèles, le sang y circule tout à fait bien, mais finalement des données histologiques, c'est-à-dire lorsque par exemple certains jeunes adultes doivent bénéficier d'une transplantation cardiaque, lorsqu'on analyse les coronaires, en fait il y a toujours de l'inflammation et malgré la récupération d'un calibre interne normal, eh bien, la fonction des parois est désastreuse et ne fonctionne pas correctement et ne protège pas contre la survenue de thrombus, de caillots dans l'artère coronaire. Et donc on a une espèce de maladie progressive qui nécessite encore une fois un suivi avec des cardiologues experts. Ici vous avez une artère coronaire. L'artère coronaire elle est complètement obstruée et vous voyez que la lumière de l'artère est réduite à portion congrue avec une augmentation de l'épaisseur. C'est ce que je vous montrais dans la petite vidéo précédente pour vous expliquer qu'en fait le processus de réparation peut arriver au contraire à une situation d'aggravation de la situation avec une diminution de la quantité de la place dans laquelle peut circuler le sang. Alors qu'est-ce qui se passe à l'âge adulte ? Donc ce que j'ai essayé en résumé, puisque le temps tourne et qu'il faut absolument pouvoir répondre à vos questions, si vous en avez, les enfants qui n'ont pas développé d'anévrisme n'ont pas de risque coronarien à l'âge adulte, mais ceux qui ont développé des anévrismes vont finalement se normaliser. Mais il s'agit d'une pseudo-normalisation, comme j'ai essayé de vous l'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, l'organisme va restaurer un diamètre plus ou moins normal des artères coronaires, mais celles-ci, elles ont subi une attaque particulière inflammatoire et le risque demeure pour faire une complication plus tard à l'âge adulte, ce qui nécessite, malgré l'aspect de normalisation, c'est une pseudo-normalisation et donc pas une guérison, nécessite donc un suivi cardiologique tout à fait particulier. Et j'ai mis simplement pour rappeler l'utilisation d'imagerie particulière comme l'IRM, comme les épreuves d'effort, qui permettent de vérifier régulièrement la fonctionnalité, l'absence de souffrance du myocarde. Donc la surveillance cardiologique est tout à fait absolument fondamentale pour ces patients qui ont présenté des anévrismes, même si l'évolution, dans un deuxième temps, s'est faite vers une récupération. Et ces enfants doivent bénéficier, ces jeunes adultes, d'aspirine en permanence pour les petits anévrismes. On peut quantifier, on peut qualifier la taille de l'anévrisme en fonction du diamètre qui les concerne. À l'inverse, ce qu'on appelle les anévrismes géants, lorsque vous avez vraiment la chambre à air du vélo qui est vraiment très très dilaté, ces anévrismes géants ne vont jamais récupérer et sont toujours à risque de se thromboser, c'est-à-dire de cailloter, et nécessitent des anticoagulants pour toute la vie et une surveillance absolument nécessaire et très serrée par des équipes de cardiologie qui en ont l'expertise. Vous voyez ici une illustration. Alors c'est une coupe de scanner. Aujourd'hui, on arrive à faire l'imagerie sans avoir recours à ce qu'on appelle l'imagerie invasive, en faisant des cathétérismes et des angiographies, c'est-à-dire injecter du produit de contraste directement dans la paroi de l'artère. Là, on a maintenant des techniques d'imagerie non invasive comme le scanner qui permettent de mettre en évidence ces petits sacs. On fait même des reconstructions, puisqu'il s'agit d'une image qui a été retravaillée par l'ordinateur et qui visualise très très bien après, à partir des données qui sont générées par le scanner X, qui montre très très bien cette paroi du vaisseau qui est dilatée. Ça concerne toujours la partie initiale des coronaires. Là, c'est l'aorte, c'est le gros vaisseau qui chasse le sang oxygéné des ventricules. Et ces anévrismes, vous comprenez bien que ces anévrismes peuvent se cailloter et se thromboser. Ces anévrismes coronariens de la maladie de Kawasaki, eh bien, ça prend une place de plus en plus importante maintenant en pathologie cardiologique de l'adulte,
puisque c'est responsable des syndromes coronariens chez l'adulte de moins de 40 ans. Ici, vous voyez bien les coronaires avec cet aspect de perles enfilées d'anévrisme sur une angiographie. Donc on dit que le risque de faire un accident coronarien est de 1 sur 4 pour les anévrismes géants, en l'absence de prise en charge spécifique. Un bon tiers de ces adultes rescapés de maladie de Kawasaki ayant donc des dommages vasculaires conséquents vont justifier d'une intervention qui peut être la pose d'un stent, qui peut être un pontage, etc. Et donc je n'ai pas la compétence pour discuter davantage de la prise en charge de ces adultes atteints d'anévrisme géant et significatif. Et il y a une petite expérience internationale de transplantation cardiaque dans certaines situations. Le peu de transplantations qui ont été publiées signifie que finalement la prise en charge par pontage, par stent est plus ou moins efficace. Et les indications de transplantation cardiaque, c'est lorsque on est dans une situation d'impasse, malgré l'échec des pontages, des stents, et lorsque le muscle cardiaque n'a pas suffisamment d'oxygène et se contracte de façon insuffisante, ou les dommages de l'électricité du cœur, c'est-à-dire tous les cellules qui sont spécialisées dans la contraction automatique du cœur ne fonctionnent pas correctement, avec des problèmes de rythme qui sont impossibles à gérer. Et donc les transplantations cardiaques ont leurs indications dans ces situations relativement exceptionnelles où la panoplie des traitements cardiologiques spécifiques a abouti à un échec. C'est dire qu'il faut insister, ça sera les dernières diapositives, sur la notion de consultation de transition de la pédiatrie à la médecine adulte, puisqu'un certain nombre de ces enfants parvenus à l'âge adulte ont ces anévrismes et nécessitent un suivi extrêmement précis. Et bien évidemment, la maladie de Kawasaki, c'est comme les autres maladies chroniques, comme le diabète, comme les enfants rescapés de cancer, etc. Ces enfants justifient de consultations spécialisées. Et donc, il est absolument important de favoriser la transition en allant finalement en passant le relais à des équipes adultes. Ça concerne évidemment les patients qui ont une atteinte coronaire. Il faut insister sur l'éducation de ces patients qui ont un risque cardiovasculaire, et donc hygiène de vie, interdiction du tabac, éviter des facteurs de risque supplémentaires comme l'athérome, etc. Réinsister et expliquer à ces ados parvenus à l'âge adulte de maintenir leur traitement anticoagulant, les symptômes coronariens qui doivent faire consulter, insister encore une fois pour que cette transition se fasse de façon bien précise avec des équipes de cardio-experts pour ne pas rompre le suivi. Et puis, récemment, je suis tombé sur une publication qui est finalement assez ancienne, et je pense que à l'autre bout de cette webconférence, vous vous demandez sans doute quel est l'impact physique ou psychologique de la maladie de Kawasaki. Eh bien, il y a un certain nombre de questionnaires qui ont été envoyés à des familles, et notamment qui concernaient des groupes de maladies de Kawasaki guéris, sans atteinte coronarienne, ou pour lesquels les coronaires avaient totalement régressé, des questionnaires de qualité de vie, d'évaluation d'impact psy ou de santé, et finalement les résultats, c'est l'identité par rapport à un groupe d'Américains en bonne santé. Donc les performances, la santé générale de ces enfants est excellente, et les enfants ne gardent aucune séquelle proprement dite. Les performances académiques, c'est-à-dire en termes de résultats scolaires, en termes aussi de troubles des apprentissages, eh bien, n'est pas différente de la population générale. J'ai même trouvé un papier où les performances académiques étaient même meilleures que les enfants en bonne santé. Mais ce qui ressort de ces études à long terme, c'est que l'anxiété des parents qui ont été confrontés à une maladie très aiguë et très à risque, à la fois de menace de décès dans les premiers jours de la prise en charge, et cette surveillance cardiologique qui les a beaucoup préoccupés, et qui a beaucoup préoccupé les pédiatres, à vrai dire, puisque l'anxiété des parents est aussi partagée par les médecins d'enfants qui s'occupent de ces enfants. Eh bien, cette anxiété perdure au-delà même de la guérison. Et
Vous voyez, donc par rapport à la population générale, et ces problèmes d'anxiété concernent donc les parents. Et puis j'ai trouvé un excès aussi, sans explication très rationnelle, de problèmes d'allergie ou de problèmes orthopédiques, c'est-à-dire d'inflammation articulaire qui semble être un peu plus importante chez les enfants rescapés de maladie de Kawasaki sans atteinte coronarienne ou avec atteinte coronarienne, et des problèmes d'allergie. Peut-être qu'il y a un terrain particulier à développer une maladie de Kawasaki ou à développer des phénomènes d'allergie. Alors pour la recherche, je ne sais pas si j'ai le temps de... Si. Alors, on s'intéresse... Vous savez bien que tout est dans les gènes et qu'on ne fait pas un cancer ou qu'on ne fait pas une infarctus du myocarde par hasard, qu'il y a des familles pour faire tel ou tel type de pathologie. Donc on va trouver peut-être une explication dans les gènes. Une observation très simple, c'est déjà les jumeaux vrais. Le risque de concordance, c'est-à-dire que si vous avez un jumeau qui présente une maladie de Kawasaki, le risque est beaucoup plus important chez l'enfant jumeau vrai que chez un faux jumeau. Ça suggère qu'il y a une partie de l'explication dans les gènes. Alors dans les gènes, la théorie qui prévaut aujourd'hui, c'est de considérer que la maladie de Kawasaki est peut-être liée à un microbe, que ce microbe, qui n'est pas forcément univoque, ça pourrait être différents microbes, mais au moins sur un terrain spécial particulier. Et là, une partie de la clé réside dans nos gènes. Je vous ai dit tout à l'heure que les rechutes de maladie de Kawasaki étaient totalement exceptionnelles, comme dans une maladie infectieuse, comme si l'enfant s'immunisait contre cette pathologie. Et donc, les gens ne sont pas, c'est une lapalissade, hein, de dire que les gens ne sont pas égaux vis-à-vis de telle ou telle maladie. Probablement, une partie de la solution du problème réside dans les gènes et dans l'énumération des différents nucléotides, des différentes lettres qui constituent notre génome, c'est-à-dire notre code génétique. Pour essayer de vous faire comprendre cet aspect complexe du problème avec cette photographie des gens de ma génération. Là, c'est une vieille série de la télévision noir et blanc, des Mystères de l'Ouest. En gros, aujourd'hui, on est capable de séquencer, c'est-à-dire de regarder l'ensemble des lettres qui constituent notre patrimoine génétique et que l'on va trouver dans cet endroit, par exemple, chez cet individu-là, un G au lieu d'un A. Et finalement, ces variations très très subtiles de notre génome, c'est-à-dire de notre patrimoine génétique, de notre disque dur en quelque sorte, eh bien, impactent la façon dont on grandit ou dont on se défend contre une maladie infectieuse ou éventuellement si vis-à-vis d'une maladie infectieuse, on déclenche une maladie de Kawasaki. Et en gros, ces études génétiques sont maintenant extrêmement performantes parce qu'on a les outils pour faire ça. Et pour aller très très vite, ces études génétiques ont permis de mettre en évidence certains variants dans certains gènes et du coup d'imaginer certains médicaments qui soient particulièrement intéressants dans cette maladie, notamment pour les enfants qui résistent aux immunoglobulines. Je vous ai dit que tous les enfants, malheureusement, certains étaient réfractaires aux immunoglobulines et à l'aspirine, et il y a des essais, et je n'ai pas le temps de discuter de ça évidemment, mais il y a un certain nombre de gènes qui ont été mis en évidence et qui donnent alors des pistes de chemin métabolique ou d'explication mécanique comme c'est Shadok et qui permet de frapper le clou avec d'autres médicaments que les immunoglobulines. Il y a un essai au Japon avec un médicament de la greffe qu'on appelle la cyclosporine, que tout le monde connaît. Il y a même un essai avec des statines qui sont utilisées dans le cholestérol pour les adultes et qui pourraient avoir un effet sur cette fameuse maladie progressive des coronaires. Et il y a même un essai de biothérapie de médicaments qu'on utilise dans les maladies rhumatismales qui est à San Diego et qui est extrêmement prometteur dans les formes sévères. Et puis, je crois qu'il faut que je m'arrête. En tout cas, la recherche aussi, c'est d'essayer d'améliorer la performance de diagnostic, maladie difficile. Maintenant, il y a des algorithmes et des programmes logiciels qui, lorsque les internes tapent leur compte-rendu sur les dossiers médicaux patients, il y a un certain nombre d'algorithmes qui
finalement intègre les symptômes que le médecin a décrits pour essayer finalement de revenir vers le médecin en disant « Et alors, là, votre patient, est-ce que ça ne serait pas une maladie de Kawasaki ?» C'est grâce au progrès aussi de l'informatique concernant ce qu'on appelle le traitement automatique du langage naturel. Donc c'est finalement l'utilisation à bon escient de l'informatique pour essayer d'optimiser la performance diagnostique par des médicaux, des praticiens à l'aide du vocabulaire et des observations. Puis il y a un certain nombre aussi de tests qui portent sur les urines, où cette fois-ci, ce n'est plus les protéines et le sang que vous allez rechercher, mais un certain nombre de composants. Il y a plus de 190. Alors tout ça, c'est à l'étude, hein, mais il y a une publication assez récente qui montre la performance de tests pratiqués sur les urines et qui montrerait un profil très particulier. Vous voyez, tous ces petits points qui s'allument sont révélés par une sorte de bandelette urinaire très très sophistiquée par rapport à un échantillon d'urine chez un patient qui présente simplement de la fièvre mais qui n'a pas de maladie de Kawasaki. Autrement dit, le diagnostic serait à portée de main sur un échantillon d'urine avec des bandelettes très très sophistiquées qui permettraient de faire le diagnostic d'un claquement de doigts. C'est ce que nos pédiatres urgentistes attendent. Et je vais m'arrêter là en vous remerciant de votre attention et en remerciant aussi M. Darbon de sa gentille invitation et en repassant ces diapositives pour rappeler donc votre association France Vascularite et le rôle de la branche maladie de Kawasaki qui est également d'apporter écoute et soutien et de l'information sur la maladie et de conseiller dans les droits et les démarches. Alors, la suite, M. Chirol, parce que j'ai un Stéphanois avec moi qui m'indique ce qu'il faut faire. Alors, Tiffaine, vous posez la question suivante. Quand un des parents a eu un Kawasaki, quel est le risque pour leurs enfants? Donc, vous avez vu que j'ai indiqué qu'il y avait probablement un terrain génétique pour expliquer pourquoi, finalement, des enfants exposés à tout un tas de microbes pouvaient ou pas présenter une maladie de Kawasaki, mais il ne s'agit pas de la génétique au sens où les gens l'entendent. Ce n'est pas une génétique des lois de Mendel comme l'hémophilie ou la mucoviscidose, c'est-à-dire que le risque finalement est extrêmement faible par rapport à la population générale. Il est significativement plus important que le reste de la population générale, et vous voyez qu'il ne concerne que le risque relatif, il n'est que de quelque chose comme entre 5 fois et 10 fois, ce qui reste faible par rapport à la population. Donc on ne peut pas dire que la maladie de Kawasaki est une maladie génétique. Et même pour je vais remettre la diapositive si vous voulez, pour les vrais jumeaux, si je la retrouve vite, le risque de jumeaux vrais est de 13%. Donc ça concerne essentiellement, d'ailleurs, ces études n'ont été faites qu'au Japon. Simplement, il y a une explication probablement dans les gènes pour présenter une maladie de Kawasaki, mais on peut rassurer raisonnablement les parents pour dire que ça reste une maladie d'exposition probablement un microbe qui n'a pas été élucidé. En dehors des coronaires, peut-il y avoir des anévrismes dans d'autres régions? C'est bien évidemment... alors ça reste exceptionnel, mais c'est une maladie de l'ensemble des artères de l'organisme et on décrit des anévrismes dans les artères dites périphériques qui peuvent avoir d'ailleurs des conséquences tout à fait catastrophiques avec des gangrènes des extrémités. Ça reste des maladies tout à fait exceptionnelles. Mais effectivement, il n'y a pas que les coronaires qui sont atteintes par le processus. On a décrit aussi, on a à déplorer dans la région Rhône-Alpes, il y a 3 ans, une petite fille qui a présenté un accident vasculaire cérébral par occlusion de l'artère à destinée cérébrale, c'est-à-dire de la carotide. La vaccination anti-grippe, Diane, fait dans les 6 mois qui suivent la maladie de Kawasaki, peut-il provoquer le syndrome de Reich? Non, non. C'est tout à fait l'inverse, le raisonnement. C'est-à-dire qu'en pratique, les patients, quelle que soit la cause, qui sont sous aspirine, ont un risque de développer une maladie très spéciale, qui est une sorte d'empoisonnement, d'intoxication à l'aspirine, qui n'est pas liée à la dose, mais qui est comme une intoxication,
avec le foie qui ne fonctionne plus du tout et un problème de coma métabolique. Donc c'est une complication extrêmement sérieuse qui avait été développée et décrite aux États-Unis il y a plus de 20 ans, et ce qui a amené les Américains à ne plus traiter la fièvre par de l'aspirine. Et la France a suivi, et vous savez très bien qu'on encourage les familles à utiliser le paracétamol pour traiter l'inconfort de la fièvre, mais on a renoncé, dans l'extrême majorité des cas, à utiliser les anti-inflammatoires, que ce soit l'ibuprofène ou que ce soit l'aspirine précisément, et on a vu disparaître cette complication très spéciale qu'on appelle le syndrome de Reille, et qui survient de façon très caractéristique en cas d'infection virale et en particulier en cas de grippe. Quand les enfants doivent prendre de l'aspirine de façon prolongée, eh bien l'idée c'est de les protéger au contraire contre la grippe. Et ce n'est pas le vaccin de la grippe qui va entraîner le syndrome de Reille, c'est au contraire protéger les enfants qui doivent prendre de l'aspirine au long cours contre la grippe, de façon à ce qu'on trouve un compromis entre le risque de développer cette complication très très spéciale, le Reille, et évidemment la nécessité absolue de maintenir une certaine anticoagulation, ou en tout cas une certaine fluidité du sang par l'aspirine. Alors, pour être tout à fait complet, il a été rapporté de façon très anecdotique des maladies de Kawasaki survenant quelques semaines après des injections vaccinales. Mais vous savez, dans ce pays, il y a un grand lobby anti-vaccinal et on décrit tout un tas de maladies, finalement, dont toutes ces affaires ne résistent pas à l'analyse. On a décrit les autismes après la rougeole. Vous savez que ça a été tout à fait remis en cause. On décrit tout un tas d'événements. Et il faut bien sûr ne pas retenir que les vaccins puissent entraîner le moindre type de pathologie de cette sorte. En tant que parent, on constate que l'immunité des enfants n'est désormais plus la même. Une résilience est-elle possible ? Alors j'y ai fait allusion très vite parce que le temps me manquait pour discuter de ça, mais effectivement, un certain nombre de ces enfants présentent des problèmes d'allergie. On a un excès, je reprends la diapositive de tout à l'heure. Vous avez vu que si vous comparez, alors c'est des données rétrospectives par des questionnaires, mais grosso modo, les enfants qui ont une maladie de Kawasaki, qu'ils aient fait ou non une maladie coronarienne en tout cas, ont un excès, la petite étoile dit que dans ce tableau c'est significatif, eh bien font des problèmes d'allergie ou des problèmes de sinus, donc entendez sinusite à répétition ou problème d'oreille. Alors, est-ce que c'est l'œuf et la poule ? Est-ce que c'est le terrain génétique sur lequel survient cette maladie qui fait que ces enfants aussi font des infections à répétition ou font des problèmes d'allergie ? Ou est-ce que c'est la maladie de Kawasaki qui a créé chez eux un bouleversement particulier sur le plan immunitaire et dont une des séquelles pourrait être la surveillance de la survenue de ces infections ? C'est vrai que pour suivre un certain nombre d'enfants, et comme mes collègues de maladie de Kawasaki guéris et qu'on revoit à distance pour s'assurer que tout va bien, je n'ai pas observé spécifiquement, moi, de problèmes, moi qui m'occupe aussi de problèmes d'immunologie, de déficit immunitaire, une augmentation importante de la prévalence de ces problèmes. Mais je trouve les publications, je réfléchissais ce matin avant de venir vous voir, ces publications datent de 2003 et il serait tout à fait utile, grâce à France Vascularite et à la filière, de faire une enquête rétrospective. Je pense que ça serait tout à fait intéressant et pertinent de voir si on reproduit finalement ce que les Américains avaient publié il y a quand même tout à fait longtemps, pour voir effectivement s'il ressortent des problèmes spécifiques chez les enfants guéris de maladie de Kawasaki. Et Samir qui dit « Je vous remercie pour cette conférence ». Je remercie Samir parce que ce n'est pas toujours très, très simple pour les médecins de venir. Alors surtout, je n'ai pas d'auditoire, je n'ai personne devant moi que M. Chirol qui de temps en temps me fait les gros yeux parce que je tripote mon micro et que probablement ça ne va pas très bien s'entendre.
Et donc c'est toujours très compliqué d'essayer d'apporter des informations médicales dans des termes simples et sans aussi donner des informations stressantes, mais en étant quand même fidèle à cette pathologie. En tout cas, c'est un vrai plaisir de le faire. Et bonjour, me dit Mathilde. A-t-on idée de la durée des symptômes persistants, vertiges, douleurs musculaires, maux de ventre quotidiens 6 mois après la maladie? Alors, je me doutais que cette question allait être posée. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, je vous ai mis une diapositive assez courte, mais grosso modo, le retour à la maison, tout le monde dit que les enfants sont fatigués, que cette fatigue, ces maux de ventre, etc., persistent jusqu'à 2 mois. Voilà ce que j'ai trouvé. Probablement, pour certains enfants, la persistance des symptômes est sans doute plus prolongée. Je pense que, encore une fois, les douleurs de ventre, c'est quelque chose de très fréquent en pédiatrie et cette maladie a généré tellement d'angoisse et d'anxiété partagée, je vous ai dit tout à l'heure, entre les parents et les médecins, que probablement il ne faudrait pas non plus surinterpréter la persistance de ces symptômes, mais à vrai dire, c'est vous les parents qui connaissez mieux vos enfants. Et je dis encore que cette étude rétrospective, ces questionnaires, on pourrait vous les faire remplir et faire une vraie enquête nationale française pour savoir véritablement quelles sont les conséquences de cette maladie, même en dépit de l'absence de lésions coronariennes. Tiffaine dit que vous êtes nombreux à avoir constaté que les enfants ont des douleurs articulaires persistantes. Eh bien, ça, c'est clairement observé par l'étude que je remets, je ne sais pas si elle passe en ce moment, mais que je remets sur le diaporama. Et vous voyez qu'il y a une augmentation significative des problèmes dits orthopédiques d'os ou d'articulation. Et c'est vraiment, ça rejoint ce que dit Tiffaine à ce moment-là. Et il y a peut-être une augmentation des arthrites inflammatoires chez ces enfants. C'est vrai que c'est une notion que je n'avais pas, mais qui semble ressortir. J'ignore la durée de ces symptômes. Je n'ai pas dans ma patientèle, puisque je fais de la rhumatologie aussi, je n'ai pas d'enfants atteints de rhumatisme inflammatoire, ce qu'on appelle les arthrites idiopathiques juvéniles. Je n'ai aucun qui soit rescapé de maladie de Kawasaki. Donc je n'ai pas en tête de pathologies nouvelles, auto-immunes, diabète, arthrite, etc., survenant avec une fréquence exacerbée chez les enfants atteints de maladie de Kawasaki. Est-ce que ce sont des symptômes qui perdurent un petit moment puis qui vont finir par disparaître? Et Diane dit, à 18 mois, faut-il faire 1 ou 2 injections de vaccin antigrippal pour être efficace? Alors, les recommandations actuelles, c'est l'enfant qui n'a pas été vacciné contre la grippe et qui est jeune, qui a moins de 9 ans, il faut faire une injection à au moins 1 mois d'intervalle et la dose entière pour le Vaxigrippe Tétra. Voilà, c'est celui que j'ai en tête. Et pour les enfants de plus de 9 ans, une seule injection suffit. Pour les jeunes enfants de moins de 9 ans, mais qui ont déjà été vaccinés par le passé pour la grippe, n'ont besoin que d'une seule injection. Donc je répète, le schéma vaccinal aujourd'hui, c'est 2 injections à au moins 1 an d'intervalle, au moins 1 mois d'intervalle, excusez-moi, chez les jeunes enfants, une seule injection suivie chez les enfants qui avaient été vaccinés l'année dernière, et chez les enfants de plus de 9 ans, une seule injection suffit. Fin de la séance alors. Bon, je vous remercie. Je remercie tous les parents et les auditeurs qui sont à que peut-on donner pour soulager les douleurs musculaires? Je n'ai pas de recommandation particulière. Je pense que ces douleurs musculaires, ces douleurs articulaires, ces douleurs abdominales peuvent bénéficier finalement, comme tous les enfants, de médicaments. Il faut commencer par la première marche d'escalier qui est le paracétamol. Et puis,
Si ces douleurs ont un caractère inflammatoire, c'est-à-dire que c'est plutôt le matin, c'est plutôt en fin de nuit et que ça s'arrange dans la journée, on a bien le droit d'utiliser aussi des anti-inflammatoires standards comme l'ibuprofène à des doses pédiatriques. Et enfin, la coronarographie est-elle plus efficace que le coronaroscan pour voir les atteintes coronaires? Alors, je n'ai pas les compétences pour répondre à cette question précisément, mais la coronarographie, c'est pour l'ensemble du public, hein, c'est l'injection de produits de contraste directement dans les coronaires. C'est tout à fait faisable à tous les âges, quasiment à tous les âges de la vie, on va dire plus de 6 mois. C'est un acte technique qui est très à risque, bien évidemment. Et aujourd'hui, on bénéficie de techniques d'imagerie radiologique comme les scanners que je vous ai montrés, les imageries par résonance magnétique, c'est-à-dire on utilise cette fois-ci des images qui sont générées par un aimant. On a des images de toute beauté, de très très grande précision, et finalement les coronarographies, c'est-à-dire l'injection de produits de contraste, qui est un outil diagnostique évidemment très performant, qui va regarder la lumière, le calibre des vaisseaux, doit être discuté par des équipes expertes. Et je crois savoir qu'elles ne sont réservées qu'aux enfants ou aux jeunes adultes plutôt qui présentent des soucis coronariens, des perfusions myocardiques et des épreuves d'effort qui sont pathologiques, et pour mettre en évidence les disparités de calibre des coronaires. Mais il faudra que vous fassiez venir un cardiopédiatre pour vous raconter la prise en charge des maladies de Kawasaki. Et donc on va conclure là-dessus. Je vous remercie encore une fois de votre attention. À bientôt, j'espère.